Est-ce que c'est possible de se rapprocher des recommandations nutritionnelles quand t'as 5 € par jour? Bon, instinctivement, j'ai envie de dire non, mais si je m'arrête là, la vidéo, elle sert à rien. Bon, ben on a qu'à trouver un moyen. Bon, alors je vais faire le point sur ces fameuses recommandations nutritionnelles. Elles se résument en 4 lettres, PNNS, pour Programme National Nutrition Santé. Et en général, ça dit vraiment rien à personne, à part pour les diététiciens, les médecins nutritionnistes, des infirmiers, des sages-femmes, quelques administratifs éventuellement, mais vraiment, sinon, personne ne connaît ce nom. Insérer micro-trottoir? Ouais, avec le confinement... Clément, tu sais ce que c'est que le PNNS? Plan national norvégien de saumon. Programme nippon de nain sumo. Pain nutritif aux noix et aux sardines. Tartine, tu sais ce que c'est que le PNNS? Ok, bon, t'es toujours pas plus avancé, mais si je te montre cette vidéo... Pour bien grandir, Mange au moins 5 fruits et légumes par jour. ou que je te montre cette vidéo... pour être en forme, Évite de grignoter Je crois que je vais me le prendre en pleine poire. dans la journée. T'as pris du poids, toi, non? Ben là, tu vas me dire que c'est la campagne Manger Bouger, et tu auras raison, puisque c'est sous ce nom-là que le grand public connaît le PNNS. Mais avant de parler du PNNS numéro 4, celui qui m'intéresse, je vais faire un bref historique et définir globalement ce que c'est. Le PNNS a été créé en 2001 par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSA, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'ANSES, et il est aujourd'hui dirigé par Santé publique France. C'est un programme qui a pour objectif général d'améliorer l'état de santé de l'ensemble de la population par le biais de la nutrition et de l'alimentation. Et au-delà de l'amélioration de l'état de santé des bien portants, il y a tout un volet de prévention de maladies qui sont directement liées à l'alimentation, comme les diabètes de type 2, les surpoids incluant l'obésité, des maladies cardiovasculaires, certains cancers, ou encore de l'hypertension artérielle. Le PNNS, il va agir sur plusieurs niveaux. Déjà, il va agir sur les industries en mettant en place des réglementations. Il va aussi agir sur les consommateurs, c'est de là qu'on tient par exemple la campagne Manger Bouger. Et puis, il va aussi agir au niveau de la recherche, par le biais de l'ANSES, de l'INRA, de la HS ou encore d'autres organismes. Je vais prendre l'exemple du sel. Il y a de nombreuses études et de nombreuses recherches qui ont établi un lien entre une forte consommation de sel et l'hypertension artérielle. Et là, les pouvoirs publics, ils remarquent ces études et ils se disent, bah tiens, puisqu'il y a une forte consommation de sel qui est en lien avec l'hypertension artérielle et que tout ce bazar, ça coûte cher à mon système de santé, et ben je vais faire en sorte que les gens consomment moins de sel. De là, les pouvoirs publics, ils vont mettre en place d'autres études pour évaluer en fait la consommation de sel. Et là, en France, en effet, on en consomme trop. Les adultes consomment environ 9 à 12 grammes de sel par jour, quand l'OMS en recommande 5, c'est l'équivalent d'une petite cuillère à café. Alors ok, passer du jour au lendemain de 12 grammes à 5 grammes de sel, c'est un peu drastique et de toute façon personne n'arriverait à l'accepter. C'est pour ça qu'il va y avoir tout un tas de mesures qui vont être mises en place pour baisser progressivement la consommation de sel. Et tu vois justement que dans les supermarchés, depuis quelques années, on a des jambons avec moins de sel, des fromages avec moins de sel, et il faut savoir que même les boulangers ont un grammage de sel qui est bien défini dans leur pain. Toutes ces mesures, plus des campagnes de communication, elles ont pour objectif en fait d'arriver à une diminution de 30% de la consommation de sel d'ici 2025. C'est l'objectif que les États membres de l'OMS se sont fixés. Donc voilà, là c'est un exemple précis de ce que peut impliquer le PNNS. Alors puisque la recherche évolue, et bien le PNNS aussi, c'est pour ça que ce programme il est censé durer 4 ans. Au bout de 4 ans, on fait le point, on garde ce qui a bien marché, on enlève ce qui n'a pas marché ou ce qui n'a pas fourni de résultats suffisants, et puis on va essayer d'insérer de nouvelles choses et de tenter de nouvelles choses. Très rapidement, depuis 2001, on a eu le PNNS numéro 1 de 2001 à 2005, c'est celui qui a eu pour rôle d'établir pour l'ensemble de la population, donc des enfants jusqu'aux adultes en passant par les femmes enceintes et les personnes âgées, les références nutritionnelles précises en protéines, lipides, glucides, vitamines et minéraux. Ensuite, on a eu le PNNS numéro 2 de 2006 à 2010. Celui-ci, il a eu pour rôle d'approfondir ce que
le PNNS numéro 1 avait commencé, et puis surtout il a ajouté le volet activité physique. Ensuite on a eu le PNNS numéro 3 de 2011 jusqu'à 2015 qui en fait s'est étalé jusqu'en 2019. En fait celui-là il était super ambitieux puisqu'il a été associé au plan obésité et au programme national pour l'alimentation. Dans ce PNNS on a aussi rajouté des recommandations pour des populations plus fragiles comme des personnes en situation de précarité, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, mais aussi l'enjeu de la dénutrition qui est très important chez les personnes âgées et également des recommandations pour des personnes en situation de handicap. Ce PNNS numéro 3, il avait prévu aussi une révision de la formation des soignants en matière de nutrition, donc bien sûr des diététiciens, des médecins nutritionnistes, des infirmiers ou encore des sages-femmes. Et puis il y a eu aussi l'inclusion des médias dans ce PNNS, c'est d'ailleurs grâce à celui-ci que quasiment tout le monde connaît la pyramide alimentaire. Bien, maintenant on va passer au PNNS numéro 4, donc qui a commencé en 2019 et qui est censé se terminer en 2025, donc on est pile dedans. Je vais laisser de côté volontairement l'aspect recherche et l'aspect industrie parce que ce qui nous concerne là tout de suite, c'est plutôt le volet consommateur et ça peut se résumer avec cette affiche. À titre personnel, quand je l'ai découverte en cours, j'étais un peu mitigée à son sujet. Ben oui, j'ai grandi avec le PNNS numéro 3, j'ai été très habituée à la pyramide alimentaire et il fallait bien sûr le temps que je décortique cette affiche et que je m'en imprègne. Et après une petite analyse, finalement, je la trouve pas si mal cette affiche et je vais vous dire pourquoi. Déjà, elle inclut de nouvelles choses, notamment la consommation de fruits à coque, donc tout ce qui est oléagineux, des noix, des noisettes, et puis aussi la consommation de produits locaux et de saison. Ensuite, même si c'est pas directement mentionné sur la fiche, il y a bien la notion de produits ultra transformés dans celle-ci, puisqu'on cherche à promouvoir le fait maison et à réduire la consommation de produits sucrés et de charcuterie, qui sont en fait des produits ultra transformés. Et enfin, et pas des moindres, cette affiche, elle prône aussi la diversification des sources de protéines par la mise en valeur de la consommation de légumineuses, ou de légumes secs, c'est la même chose, et la réduction de la consommation de viande. Et surtout, par rapport à la pyramide alimentaire, eh bien, elle cloisonne moins les choses. Même si la pyramide alimentaire, elle avait le mérite de hiérarchiser des aliments par catégorie, eh bien, justement, ça enfermait les choses dans des catégories. Là, on est sur une campagne qui veut laisser plus de souplesse à la population, avec des catégories comme aller vers, réduire ou encore augmenter. Et en fait, ça laisse beaucoup plus le choix aux gens. Et au final, je trouve ça beaucoup plus simple parce que je ne sais pas toi, mais quand moi, on m'impose des choses et qu'on me met des choses dans des petites cases, des petites catégories, j'ai qu'une envie, c'est de faire totalement l'inverse, alors que quand on me donne des recommandations ou des conseils, je serai tout de suite beaucoup plus attentive. Bon, maintenant que j'ai fait le tour des recommandations, je vais brosser très largement le tableau de la précarité et de l'insécurité alimentaire. Je précise que je ne vais qu'effleurer le sujet et donc si tu veux creuser, je t'invite à regarder le cycle de conférences dédié à la précarité et à l'alimentation du Fonds français pour l'alimentation et la santé, le FFAS. Ils ont fait ça l'année dernière et c'est entièrement disponible sur YouTube, je te mets leur chaîne en description. Le seuil de pauvreté monétaire, c'est pas le seul critère de fragilité et d'ailleurs on va d'abord parler de vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est un état potentiel de fragilité qui est extrêmement subjectif et tout à fait réversible. Il peut aller d'un sentiment anxiogène d'incertitude à la souffrance au travail en passant par l'isolement. Même si cette phase, elle est éphémère et réversible, on peut basculer à tout moment dans la précarité. Là aussi, la précarité, c'est une notion qui est très subjective et réversible. La précarité, c'est une situation d'instabilité dans laquelle on va manquer d'une ou de plusieurs sécurités. Ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être une séparation, une maladie ou encore un deuil. Toutefois, dans la précarité, on a un motif qui est récurrent, qui est la difficulté financière, et celui-ci peut impliquer ou non l'insécurité alimentaire. Globalement, que ce soit pour la vulnérabilité ou la précarité, on a du mal quand même à avoir des chiffres puisque ces notions n'ont pas de contours clairs, définis ou encore d'indicateurs précis. On estime qu'il y a un potentiel important de la population qui se sent vulnérable et on estime qu'il y a environ 10% de la population qui est en situation de précarité. Ensuite va venir la pauvreté et là on a une notion de durabilité qui s'installe. Là, dans le cas de la pauvreté, on est clairement en mesure de la définir grâce à des indicateurs. Le plus connu,
connu étant le seuil de pauvreté monétaire. Voici les chiffres 2018 qui ont été établis par l'Observatoire des inégalités et par l'INSEE. Au moment où je tourne cette vidéo, mi-novembre 2020, la France elle est sur le point de franchir la barre des 10 millions de pauvres. C'est un chiffre qui est considérable parce que ça représente environ 15% de la population. Et parmi ces 15% de la population, on a de tout. On a des jeunes, des étudiants, des chômeurs de moins de 25 ans, des chômeurs simplement, des travailleurs précaires, des familles monoparentales, des familles surendettées, des retraités, des migrants, des personnes en situation de handicap ou des personnes qui sont isolées. Alors, entendons-nous bien, il n'est pas nécessaire de vivre sous le seuil de pauvreté monétaire pour être en situation d'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire, elle est définie par la FAO, the Food and Agriculture Organization, comme l'impossibilité ou la peur de ne pas avoir accès à tout moment à une alimentation suffisante, saine et nutritive. Donc en gros, soit tu as assez à manger mais pas tout ce que tu veux, soit tu n'as pas assez à manger tout court. Et ce sentiment en fait d'insécurité alimentaire, il peut commencer dès la vulnérabilité, ce qui n'est pas le cas du coup de la sécurité alimentaire où tu manges tout ce que tu veux et que tu as les moyens de te l'offrir. Donc avec tout ce que je viens de dire, tu comprendras que de la vulnérabilité à la précarité jusqu'à la pauvreté, il y a bien des choses qui sont rendues plus difficiles. En particulier le suivi des recommandations nutritionnelles, c'est normal, dans ces conditions on n'a pas la tête à ne serait-ce que se renseigner sur ce que c'est et puis ensuite de les suivre. Et puis aussi demander de l'aide, puisque dans ce genre de situation, il y a un sentiment de culpabilité, de honte qui s'installe et aussi d'inutilité, et à ça s'ajoute aussi la perte de confiance en soi. Et du coup, qu'est-ce qu'on mange et comment on mange quand on est en situation de précarité ou de pauvreté? Globalement, avec un budget restreint, déjà on va manger moins varié. Là, c'est les fruits et légumes qui en prennent un coup, mais aussi le poisson ou les produits laitiers. Aussi, on va manger moins tout simplement, puisqu'on constate que parmi cette catégorie de population, on ne mange qu'une à 2 fois par jour, parfois avec un peu de grignotage. Et puis aussi, on va manger beaucoup plus de produits ultra transformés qui vont associer à la fois matières grasses saturées et sel, comme des pizzas, des feuilletés, des panés, des burgers, des chips, ou gras et sucre. Là, ça va être tous les rayons biscuiterie, gâteaux, céréales, petit déjeuner, et simplement les boissons sucrées. Et ce type de consommation, il peut avoir une origine financière, comme on le voit sur ce graphique, où en fait on constate que les produits de meilleure qualité nutritionnelle qui apportent le moins de calories, c'est-à-dire viande, fruits et légumes, produits laitiers, ils sont en fait plus chers que les autres. Après, le prix n'est pas le seul déterminant. Les aliments gras et sucrés en fait soulagent le stress et l'anxiété parce que leur consommation active les circuits de la récompense dans notre cerveau. Et la préférence pour les plats déjà préparés peut également s'expliquer par le manque de motivation qui est souvent associé au chômage, à la dépression, à l'isolement, à l'obésité ou encore à la perte du rythme jour-nuit, quand ce n'est simplement pas le manque de compétences pratiques pour cuisiner. Il y a aussi un décalage de représentation alimentaire entre les catégories les plus modestes de la population et les catégories les plus aisées, et ça se voit particulièrement dans les fruits et les légumes. Oui, parce que en fait, pour les catégories les plus modestes, bien manger, c'est surtout consommer des bons aliments qui ont un bon goût et qui calent bien. Et dans ce contexte-là, en fait, les fruits et les légumes n'ont pas du tout leur place puisqu'ils sont considérés comme moins appétissants et moins nourrissants. Alors, tous ces comportements alimentaires, ils mènent à la malnutrition, laquelle fait le lit en fait de tout un tas de pathologies comme le diabète de type 2, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, des hypercholestérolémies quand c'est pas simplement des carences en nutriments, vitamines ou minéraux qui se traduisent par parfois simplement de la fatigue mais qui peuvent avoir des conséquences dramatiques au niveau cérébral. Je vais te donner un exemple. Les femmes enceintes en situation de précarité, en fait, elles sont surexposées à des risques d'anémie, elles sont également surexposées à des risques de prééclampsie, donc c'est une hypertension artérielle qui est caractéristique de la femme enceinte, et également à des diabètes gestationnels. Et si la future maman est carencée en vitamine B9, en acide folique, qui se retrouve particulièrement dans les légumes verts et les légumes feuilles, eh bien le futur bébé risque une spina bifida, donc un défaut de fermeture du tube neural qui se trouve dans le dos. Alors le lien entre alimentation, maladie chronique et catégorie socio-professionnelle, il a été établi dans pas mal d'études et je vais en citer 2 juste pour l'exemple. Alors il y a l'étude OBEPI de 2012, même si elle est un peu ancienne, elle est quand même toujours d'actualité, où on peut constater que 25% des adultes qui vivent avec moins de 900 € sont obèses. Du côté des enfants, il y a l'étude Esteban qui est un peu plus récente de 2015, où on peut constater que 25%
80% des filles et 22% des garçons dont les parents ont un niveau d'études inférieur au bac sont en surpoids ou obèses. Bon, j'ai brossé un tableau un peu déprimant du sujet. Du coup, je vais rentrer dans le vif. Comment qu'on fait pour manger pas trop mal quand on n'a pas un rond? Conseil numéro 1, trouver ou retrouver le goût de cuisiner. Alors je sais, comme je l'ai dit plus tôt, c'est difficile de trouver la motivation pour cuisiner, surtout quand on est seul et surtout quand on n'aime pas ça. Au passage, je te conseille un super podcast de Louis Média qui s'appelle Pourquoi devrait-on aimer cuisiner? Je te mets le lien en description. Après, pas de panique. Si on ne sait pas cuisiner, déjà d'une part YouTube regorge de vidéos et de tuto cuisine, et d'autre part, tu peux aussi t'adresser à ta mairie, au département, au CCAS ou toute autre structure sociale, parce que parfois il y a des ateliers cuisine justement pour les petits budgets. C'est un fait, cuisiner te coûtera quasiment toujours moins cher, à 99%. Je vais prendre un exemple. Voici une barquette de pâtes carbonara standard, donc environ 300 grammes, qui coûte 2,50€. Oui, sur le paquet, il y a bien écrit pâtes carbonara, même si ça a plus l'air de pâte à la crème et au jambon. Calme-toi le puriste. Bref, si tu veux le faire toi-même, à ingrédients équivalents, tu as besoin de 80 g de pâte crue, ça fait à peu près 250 g de pâte cuite. Tu as besoin aussi de 50 g de lardon et de 30 g de crème. Je vais majorer le prix de 10% pour compter l'eau, l'énergie et l'assaisonnement. Et à surprise, ou pas du tout, tu constates que quand tu le fais toi-même, ça te coûte 75 centimes, alors que quand tu l'achètes, ça te coûte 2,50€. Ton plat de pâtes carbo, quand tu l'as acheté, t'a coûté 3 fois plus cher. Au passage, je te conseille d'essayer de cuisiner pour plusieurs repas, parce que en plus, tu feras des économies d'échelle. Ensuite, conseil numéro 2, constitue ton placard de base. Bien oui, si tu commences à cuisiner, il te faut suffisamment de produits secs et de conserves pour pouvoir faire tout un tas de recettes. Je te présente mon placard de base, bien sûr ça c'est un exemple, tu peux avoir d'autres produits, et puis je vais rajouter 3 ingrédients qui sont pas spécialement des produits secs, mais que j'ai quand même toujours avec moi, c'est-à-dire des œufs, des oignons et de l'ail. Alors avec ce placard de base, plus 3 ingrédients, je peux déjà faire un chili sin carne avec du riz, je peux faire un one pot pasta à la tomate avec des sardines, je peux faire aussi une pizza aux anchois, je peux faire également un gâteau au chocolat, je peux faire une base de shakshuka, et je peux aussi faire une salade composée par exemple. Conseil numéro 3, choisis bien tes produits. Alors bien sûr, quand tu commences à cuisiner et que tu constitues ton placard de base, il faut que tu choisisses des produits qui sont adaptés. Des pâtes premier prix ou des pâtes de marque distributeur, elles ont des valeurs nutritionnelles qui sont peu ou prou identiques. Ne te gêne pas, prends les pâtes premier prix, même si le goût change un peu parce que c'est peut-être pas le même type de farine qui a été utilisé pour les faire. Ce conseil, il peut s'appliquer pour tout un tas d'autres produits, comme par exemple le riz ou encore le sucre et même la farine à taux de matière sèche équivalente. Oui, le taux de matière sèche sur la farine, c'est les fameux T45 et T55. Par contre, ce conseil, il n'est pas forcément valable sur les boîtes de conserve puisque les premiers prix sont souvent plus riches en sel que les marques distributeurs. Ensuite, il faut vraiment bien lire les étiquettes. Un paquet de biscuits goût chocolat, ce n'est pas un paquet de biscuits au chocolat. Je vais donner un autre exemple que ma prof a donné en cours. Un jour, elle a pas fait gaffe, elle a acheté du haché de viande. Et quand elle est rentrée chez elle, elle a constaté que son haché de viande n'était pas constitué à 100% de viande, mais il y avait également de la cellulose dedans, donc des fibres de matière végétale. Morale, un haché de viande, ce n'est pas de la viande hachée, et il faut bien lire les étiquettes comme il faut, puisque chaque mot compte. Enfin, tu apprendras à discerner les vraies des fausses promotions. Non, les ventes en lot et les articles en tête de gondole ne sont pas tes amis, bien au contraire. En fait, les produits qui sont rangés en tête de gondole ou qui sont vendus par lot, ils sont souvent là pour te pousser à l'achat plus que pour te faire des économies. Quand tu regardes le prix au kilo de ces produits, il est souvent supérieur à celui des mêmes produits vendus individuellement dans l'allée. Côté promotion intéressante, tu peux par contre regarder les produits qui sont proches de la date de péremption. C'est toujours intéressant à acheter. Par contre, attention à leur hygiène, je vais en reparler un petit peu après. Autre promotion qui peut être intéressante, cette fois ça concerne les fruits oléagineux, donc tout ce qui est noix, noisettes, amandes, et les fruits secs, donc les raisins secs, les abricots secs, les dattes par exemple. Je te recommande de les acheter en période de Ramadan, ils vont coûter moins cher à ce moment-là, en plus d'être en grande quantité, et ce sont des produits qui se conservent très bien. Conseil numéro 4, une bonne hygiène pour limiter le gaspillage. L'idéal, c'est de nettoyer ses placards et son frigo environ une fois par mois.
Mais comme tu as un petit budget, ne va pas payer des produits d'entretien la peau des fesses qui vont en plus polluer l'air de ton appartement. Il te suffit d'avoir un flacon vaporisateur vide, de le remplir de moitié de vinaigre et l'autre moitié d'eau, et là tu as un super nettoyant multisurface. Ensuite, pour bien conserver tes produits secs et ton épicerie, donc tout ce qui est farine, sucre, pâte, riz, tout ça, il faut vraiment que ce soit bien fermé pour qu'il n'y ait pas d'humidité à l'intérieur. Alors les boîtes, ça coûte cher, donc je te conseille de récupérer les boîtes de glace ou encore d'utiliser les élastiques à cheveux pour bien fermer le paquet ou des pinces à linge. Ensuite, on va faire le point sur les dates. Une DLC, c'est-à-dire une date limite de consommation, c'est ce qu'on va trouver sur les produits frais avec la mention à consommer avant telle date. Une DDM, c'est-à-dire une date de durabilité minimale qu'on trouve encore parfois sous le nom de DLUO, c'est en fait tous les produits où il y aura écrit à consommer de préférence avant telle date. Là, ça va concerner tout ce qui est épicerie, produits secs et des produits de longue conservation. Ces produits-là, tu peux encore les consommer après la date qui est indiquée sur le paquet. C'est juste qu'ils auront peut-être pas tout à fait la même texture ou pas tout à fait le même goût que s'ils avaient été consommés avant la date. Mais oui, tu sais, typiquement, c'est l'exemple des BN goût vanille que tu as voulu acheter pour goûter. Alors, tu les as achetés en format individuel pour limiter le gaspillage si tu les aimais pas. Le truc, c'est que quand tu les as goûtés, c'était dégueulasse. Tu les as laissés au fond de ton placard pendant des mois, voire des années. Et un jour, en nettoyant ton placard, tu les as retrouvés. Ils ont dépassé la date, mais tu les as regoûtés quand même. Et c'était encore plus dégueulasse. Et bien comme ce vieux paquet de BN que tu as laissé au fond de ton placard, il y a tout un tas de produits que tu peux consommer après la date. Bon déjà, tous ces produits qui ont une DDM ou une DLUO dont je viens de parler, faut juste faire attention que le paquet n'ait pas déjà été ouvert ou dans le cas des boîtes de conserve, que ça soit pas bombé ou cabossé. Ensuite, côté crèmerie, tu as tous les produits stérilisés UHT comme le lait ou encore la crème que tu peux consommer 2 mois après la date. Toujours dans les laitages, il y a certains produits que tu peux consommer après la date alors que ce sont des produits frais. Ça va être tout ce qui est fromage et yaourt que tu peux consommer encore 2 à 3 semaines après la date. Côté fromage, en fait, il va juste continuer à s'affiner dans ton frigo. Et côté yaourt, si l'emballage n'est pas bombé ou s'il sent pas le fromage de chèvre, tu peux toujours le manger. Puisqu'on est dans la partie conservation, je vais faire un petit point sur la surgélation. Un congélateur, c'est super pratique, tu peux mettre tout un tas de trucs dedans pour les conserver pendant des mois, mais par contre, il y a quand même quelques règles à respecter. Déjà, essaye de le dégivrer au moins une fois par an. Là, c'est juste pour garantir les performances de ton appareil et pour éviter qu'il ne surconsomme en termes d'électricité. Il est tout à fait possible de congeler des produits qui sont proches de leur date de péremption, mais il faut que tu respectes la sainte trinité de l'hygiène du congélateur. Règle numéro 1 de la sainte trinité du congélateur, consommer ces produits dans les 24 heures après décongélation. Je vais te donner un exemple. Un mammouth qui a été figé dans la glace depuis des milliers et des milliers d'années, il n'a pas été figé tout seul. Il est figé avec son lot de germes, son lot de bactéries, tout un tas de trucs qui trimballent avec lui. Tous ces germes que le mammouth a avec lui dans son bloc de glace, ils sont à un certain niveau, eux aussi figés dans le temps comme le mammouth. Et lorsqu'on décongèle le mammouth au bout de milliers et de milliers d'années, ces germes sont toujours au même niveau qu'ils l'ont été au moment de la congélation. Et bien pour ta viande qui a été congelée proche de sa date de péremption, c'est la même chose. Au moment où tu l'as congelée, elle avait un certain niveau de germes, et quand tu vas la décongeler, elle aura toujours ce même nombre de germes. C'est pour ça qu'il va falloir que tu consommes ton plat dans les 24 heures après sa décongélation. Deuxième règle de la sainte trinité de la congélation, il faudra décongeler ces produits au réfrigérateur. En fait, chaque germe a besoin de conditions optimales pour proliférer, et ces conditions, en fait, elles se situent au carrefour de la température, du pH et de l'humidité. Et donc, quand tu décongèles de la viande à température ambiante sur la table de ta cuisine, eh bien en fait, tu redonnes des conditions optimales de prolifération à ces germes. Et enfin, règle numéro 3 de la sainte trinité de la congélation, ne jamais recongeler un produit décongelé. Cette règle-là, en fait, elle va dans la même lignée que les 2 autres règles précédemment nommées, à savoir limiter la prolifération des bactéries. Et enfin, dernier conseil pour limiter le gaspillage, il y a tout un tas de recettes de fonds de frigo qui existent, comme par exemple le velouté de laitue. À ce propos, le Cérine a créé une brochure spécifique avec tout un tas de conseils justement pour faire des recettes de fonds de frigo et de fonds de placard. Je te mets le lien en description. Conseil numéro 5, pour avoir des légumes frais, cultive ton potager ou encore inscris-toi dans une AMAP.
Alors oui, avoir son propre potager, c'est un bon moyen de suivre les saisons, d'avoir aussi des légumes frais de bonne qualité nutritionnelle et aussi une bonne activité physique. Le truc, c'est que 77% de la population française vit en zone urbaine, donc faire ton potager, c'est pas toujours possible. Dans ces cas-là, je te conseille de t'inscrire dans une AMAP, c'est-à-dire une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Pour faire simple, tu adhères à une association de regroupement de consommateurs qui va établir des contrats de vente directement auprès de producteurs qui sont la plupart du temps bio ou en conversion. Ça a plusieurs avantages. Déjà, d'une part, tu rémunères décemment le producteur sans intermédiaire. Et en plus, comme pour le potager, tu vas pouvoir suivre les saisons avec des légumes de très bonne qualité. À titre personnel, c'est la solution à laquelle j'adhère avec mon conjoint depuis un peu plus de 2 ans. Toutes les semaines, on va chercher notre panier de légumes qui a une valeur de 10 €. Voici ce que j'ai eu cette semaine dans mon panier ou encore la semaine précédente. Et même si les prix du non-bio se rapprochent de ce que j'ai dans mon panier, en fait, il n'y a aucune comparaison à faire sur les prix du bio en supermarché par rapport à mon panier. Conseil numéro 6, diversifie tes sources de protéines. La viande, ça coûte super cher. Heureusement, t'es pas obligé d'en manger à tous les repas ni tous les jours pour être en bonne santé. En protéines pas chères, d'une part, tu as les conserves de poisson, nature ou à l'huile. Oui, j'ai dit nature ou à l'huile, tu cesses d'acheter tes maquereaux à l'escabèche, c'est bourré d'additifs et de sucre. Sinon, tu as les œufs aussi qui sont pas chers. Un œuf calibre moyen, c'est à peu près 25 centimes pièce. Ça pèse environ 60 grammes et quand tu en consommes 2, tu as ta dose de protéines pour un repas. Et enfin, les légumineuses, mes chouchous. Tu as des lentilles de toutes les couleurs, des haricots de toutes les couleurs, des pois à ne plus savoir comment faire, et ils sont tous plus savoureux les uns que les autres. On les a pas appelés les protéines du pauvre pour rien, mais les légumineuses ont d'autres avantages, notamment elles sont riches en fibres, donc du coup ça va te caler, et en plus elles sont très riches en différents minéraux. Juste un truc, si tu ne consommes pas de protéines d'origine animale sur une journée, donc ni viande, œufs, poisson ou produits laitiers, fais bien attention à manger aussi des céréales, donc du riz, du blé, de la semoule, de la farine, parce qu'en fait elles se complètent avec les légumineuses sur le plan protéique. Conseil numéro 7, mollo sur les produits préparés. Moi je me fixe une règle, s'il y a plus de 3 ou 4 lignes d'ingrédients, bien sûr en fonction de l'espace qu'il y a, et plus de 2 noms que je ne connais pas, eh bien je n'achète pas ce produit, simplement par précaution. Je sais que ce paquet de bonbons fera sans doute très plaisir à Mathias ou à Léa, mais vraiment ça vaut pas le coup. D'une part par leur composition, mais surtout parce que ça reste des produits qui sont ultra transformés et des bombes de sucre. Bon, alors on peut quand même essayer de leur acheter des biscuits, après tout ça contient des céréales, ça cale un peu mieux. Oui, mais non, en fait c'est la même chose, ça reste un produit qui est ultra transformé, très riche en sucre et en additifs. Donc en fait, bonbons ou biscuits, c'est vraiment le même topo. Moi ce que je te conseille, c'est de te référer au conseil numéro 1, c'est-à-dire cuisiner, donc faire toi-même ton propre gâteau, que ce soit au chocolat ou à autre chose, et en plus ça pourrait faire une super activité que tu peux faire avec tes enfants. Côté boisson, il est clair que consommer un soda une fois de temps en temps, ça ne fera aucun dégât sur ta santé. Par contre, en consommer régulièrement, là ça va commencer à poser problème. Du coup, tu auras peut-être envie de remplacer ça par des jus de fruits, parce que en plus voilà, c'est des fruits. Mais non, je vais être extrêmement claire là-dessus. Un verre de jus de fruits ne remplace pas une portion de fruits. Un jus de fruits, en fait, c'est juste l'eau sucrée qui est extraite des fruits, dont les vitamines ont été dénaturées par un traitement thermique, parce que oui, pour les conserver, il faut les monter en température. Et en plus, on va rajouter certaines vitamines, notamment la vitamine C, parce que c'est un bon conservateur. Du coup, par définition, un jus de fruits que tu achètes, il est en fait très transformé. Juste pour te donner une idée, un soda, c'est à peu près 5 morceaux de sucre, et un jus de fruits, en fonction s'il est frais, à base concentrée, et en fonction du fruit, c'est entre 2 et 5 morceaux de sucre. Ensuite, pour le petit déjeuner, je te conseille d'essayer de te passer des céréales de petit déjeuner pour plusieurs raisons. Bon, déjà, c'est un produit transformé, j'arrête pas de te rabâcher les oreilles avec ça, mais t'en fais pas, j'ai une vidéo qui va être consacrée à ce sujet dans peu de temps. Ensuite, parce que ce sont des produits qui vont être très riches en sucre et en sel, bah oui, le sel, c'est un exhausteur de goût, et parce qu'ils sont aussi très peu satiétogènes, ça veut dire qu'ils vont avoir un faible impact sur ta sensation de satiété. Concrètement, tu vas te resservir plus que de raison et tu auras faim 1 ou 2 heures après. On va être honnête, je ne connais personne qui respecte les doses recommandées sur les paquets de céréales. Je sens que je t'ai un peu dégoûté, mais t'en fais pas, il y a une alternative à tout ça. Je te propose de consommer du pain, du vrai pain, pas du pain de mie, des biscottes ou des cracottes, parce que c'est pareil, c'est des produits qui sont
très transformé et peu satiétogène, sur lequel tu peux rajouter un peu de beurre, de confiture ou de chocolat. Et puis tu peux aussi ajouter un fruit pour remplacer ton verre de jus de fruits. Et puis si jamais tu as encore faim, tu peux consommer un autre fruit ou encore rajouter un laitage, un verre de lait, un yaourt ou un morceau de fromage. Ensuite, côté salé, par exemple pour les gâteaux apéro, c'est le même constat que j'ai fait pour les produits qui sont sucrés. Un gâteau apéro, c'est ni plus ni moins qu'une pâte à biscuits version salée. Donc avec de la farine, du beurre, des aromates et un peu de fromage, tu peux te faire toi-même tes biscuits apéro. Conseil numéro 8, essaye de t'organiser. Faire ses courses quand t'as pas beaucoup de moyens, c'est vraiment une grande source de stress, mais heureusement, il y a quand même moyen d'essayer de réduire tout ça. La première, c'est celle de bien choisir ton enseigne. Tu n'as pas les mêmes prix pour les mêmes produits en fonction des enseignes. Attention par contre aux enseignes de hard discount qui vont avoir tendance à mettre en avant beaucoup de produits transformés, voire très transformés, qui sont riches du coup en matières grasses, en sucre, en sel, en additifs. N'hésite pas donc à faire tes courses dans plusieurs endroits pour essayer de profiter des meilleures affaires. Ensuite, faire une liste et t'y tenir au maximum, simplement pour ne pas dépasser ton budget. Et puis, fais tes courses quand tu as le ventre plein. Quand tu fais tes courses alors que tu as faim, ça te pousse à acheter tout et n'importe quoi. Il y a des paquets de gâteaux qui sont dans mon placard que j'ai acheté uniquement que j'avais faim et que je n'ai toujours pas fini aujourd'hui. Et ensuite, dernier conseil, si tu le peux, évite d'amener tes enfants avec toi quand tu fais tes courses. Simplement parce que les enfants, ils sont très attirés par tout un tas de choses et ils cèdent très vite à la tentation. Et ça, les industriels, ils le savent très bien. Et ça pousse à la consommation. Enfin, dernier conseil, fais-toi plaisir. Être en situation de vulnérabilité, de précarité ou encore de pauvreté, ce sont des situations qui sont très difficiles à accepter. Alors certes, on peut rogner dans plein de choses sur le budget, mais quand tu commences à rogner sur l'alimentation, là c'est un coût qui est beaucoup plus difficile à accepter. Alors justement, n'hésite pas à te faire plaisir avec un bon repas, ça fait à la fois plaisir à ton ventre, mais ça fait aussi plaisir à ton esprit. Ça fait vraiment toujours chaud au cœur d'avoir un bon repas devant soi. Bien, donc si je reprends ma petite affiche de tout à l'heure, quels sont les points que je n'ai pas abordés? Ok, j'ai pas parlé d'activité physique, mais on va être clair, quand t'as 5 € par jour pour manger, tu vas pas aller t'inscrire dans une salle de sport. Par contre, pour faire un peu d'activité physique, tu peux toujours regarder des vidéos sur YouTube qui te donnent des conseils pour t'entretenir quand t'as pas du tout de matériel chez toi. Ensuite, ce qui est gratuit, c'est de marcher, et là, l'OMS te recommande un minimum de 30 minutes par jour de marche pour rester en bonne santé. Ce qui va avec l'activité physique et dont je n'ai pas parlé, c'est la réduction du temps passé assis. Si tu es souvent assis, moi ce que je te conseille, c'est de te lever à peu près toutes les heures et de faire des étirements. Là, ton dos et tes cervicales me remercieront. Je n'ai volontairement pas parlé des céréales complètes pour une simple et bonne raison, c'est qu'elles coûtent bien plus cher que les céréales qui ne le sont pas. Un petit exemple, un paquet de pâtes, c'est entre 50 centimes et 2 € en fonction de si c'est du premier prix ou une grande marque, alors qu'un paquet de pâtes complètes, ça va coûter minimum 1,50 €. Quand t'as 5 € par jour pour te nourrir, je peux te garantir que tu vas compter chaque centime et tu vas pas te permettre d'acheter des pâtes complètes. Bon, l'objectif derrière cette recommandation, c'est d'augmenter la consommation de fibres, et oui, là c'est clair, en France on n'en consomme pas assez. C'est vrai que c'est dommage parce qu'elles ont tout un tas de bénéfices pour notre santé, notamment réguler notre transit ou limiter l'absorption des sucres, mais avec un budget serré, tu vas pas pouvoir te permettre d'acheter des pâtes complètes, surtout que déjà si tu arrives à suivre tous les conseils que j'ai cités précédemment, on est déjà très bien. Allez, charcuterie. Bon, j'en ai pas du tout parlé, et si le PNNS recommande leur réduction, c'est simplement parce que ce sont des produits qui sont très salés et très gras. De manière globale, de toute façon, quand tu as un budget serré, ce ne sont pas des produits que tu vas naturellement acheter, simplement parce que la charcuterie c'est de la viande, et que la viande ça coûte cher. Néanmoins, tu peux te faire quand même plaisir de temps en temps, ce sera pas un problème. Ensuite, les produits Nutri-Score D et E, simplement ça va être l'ensemble des produits qui vont regrouper souvent des charcuteries et même des produits sucrés, donc en fait on est dans la même veine que tout ce que j'ai dit avant.
Bon, et ben voilà, on a fait le tour de ce PNNS avec un petit budget. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, et bien je te félicite, parce qu'avec 15 pages de script, je n'ai aucune idée de la durée de cette vidéo. C'est un sujet qui était un peu éprouvant et peut-être un peu lourd pour une première vidéo, j'en suis consciente, mais c'est surtout un sujet qui me tient à cœur. Si tu es en situation de précarité, tu n'auras sûrement pas la tête à te soucier des recommandations nutritionnelles et encore moins de les suivre. Donc si tu as regardé cette vidéo et que ça a pu te donner quelques conseils et que j'ai pu te venir en aide, j'en serais ravie. Si tu n'es pas en situation de précarité et que cette vidéo t'a quand même aidé, je suis ravie tout autant. Et s'il y a des petits conseils que je n'ai pas mentionnés en vidéo, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner à ma chaîne ou me suivre sur les réseaux sociaux. Et je te dis à bientôt pour des nouvelles diététiques.